Culture. Alors, l'invité culturel, Nadia Siassi, bonjour. Bonjour Anissa Bahliz. Vous recevez Monsieur Benabid, directeur du Centre culturel de la Grande Mosquée d'Alger. Exactement. Bonjour Monsieur. Bonjour madame. Et puis, j'espère que ça va bien se passer. Bonne écoute avec sur votre AG3. compagnie, sûrement que ça va bien se passer. Allez, on y va. On y va. Bonjour à tous, nous sommes le lundi 25 mai 2026. Ravi de vous retrouver en ce lundi pour l'invité culturel et nous vous accompagnerons également demain pour parler de l'essentiel de l'actualité culturelle, de vous présenter un invité de marque. Aujourd'hui, nous allons vraiment s'intéresser aux différentes activités culturelles qui se déroulent au niveau du centre culturel de Djamia Al Jazair avec monsieur Yassine Benabid qui en est le directeur général. Bonjour et ravi de vous rencontrer aujourd'hui, monsieur Yassine Benabid. Bonjour madame, tout aussi ravi d'être parmi vous. Je récidive si je m'exprime bien et c'est à mon honneur d'être là. C'est complètement partagé. Je rappelle à nos amis auditeurs donc que vous êtes le directeur général du centre culturel de Djamia Al Jazair. Vous êtes docteur en littérature et critique moderne, diplômé des universités de Sétif II et de l'INALCO, de l'Institut national de langue et civilisation orientale. Et puis vous avez écrit énormément d'ouvrages sur le soufisme, dont votre thèse, le soufisme poète, et puis littérature et mystique dans l'Algérie contemporaine. Ça nous inspire vraiment de nous plonger dans l'univers du soufisme et de la littérature. Mais déjà, nous allons présenter à nos amis auditeurs dont les portes sont ouvertes. Nous allons présenter les principales activités culturelles du centre culturel de Djamia Al Jazair. Il n'y a pas que le centre culturel, il y a pas mal de structures au niveau de Djamia Al Jazair à vraiment découvrir pour le grand public, monsieur Yassine Benabid. C'est ça, je pense que vous présentez bien les choses. En effet, la composante structurelle de Djamia Al Jazair est assez diversifiée. En ceci qui a à côté du centre culturel les autres instances, à savoir l'école supérieure des sciences islamiques et cosmiques aussi, ce que peu de gens connaissent. Il y a l'espace du fait cultuel Al-Fada Al-Masjidi, là où le citoyen exerce ses actes de foi, principalement la prière. Il y a le minaret qui est un ensemble de sous-instances renfermant les questions des civilisations, des faits culturels, de l'histoire civilisationnelle arabo-musulmane de l'Algérie et tout un ensemble. Il y a aussi, ça vient d'être créé, le centre de recherche en dialogue des religions et des civilisations qui est fraîchement né, dont un responsable vient d'être désigné en attendant le reste de la composante de cette sous-instance. Il y a aussi la bibliothèque qui est très importante. Il est tout aussi important que le citoyen sache que Djamia Al Jazair dispose d'une bibliothèque, je dirais, qui a très peu son pareil de par le monde. Cette bibliothèque va accueillir un ensemble de 2 millions de titres, pas de livres, de titres. De titres, oui. Et dans le titre peut avoir des variantes, je dirais. Et c'est en voie d'être ouvert au public parce qu'il y a des choses à préparer, il y a toute une démarche à établir. Ça va être fait dans des délais, je suppose, qui ne seront pas longs. Et voilà, donc, sachant que toutes ces structures ont
une certaine autonomie par rapport à leur vocation initiale d'abord, à leur projet, à leur programme, à leurs moyens. Et avec le temps, le public spécialisé, même le large public, aura affaire à un ensemble structurant Jama' al-Jazair qui est vraiment inédit de par le monde. Et ce n'est pas de la surenchère, croyez-moi. Oui, et donc nous avons, vous avez dit, le musée des civilisations arabo-musulmanes en Algérie, et puis la bibliothèque dont vous venez de parler, l'école supérieure des sciences d'Al-Qur'an. Donc il y a un ensemble d'instances, énormément d'activités au sein de Jama' al-Jazair. Alors je parlais de votre cursus, de votre parcours si riche, Monsieur Benhabid, docteur en littérature et critique moderne des universités Sétif II et de l'Institut national des langues et civilisations orientales. Et je sais que le soufisme, ça vous parle, vu Oui. le nombre d'ouvrages que vous avez écrits à ce propos. Je rappelle le soufisme poète, littérature et mystique dans l'Algérie contemporaine. Alors, par essence, hein, quand on parle de soufisme, automatiquement, ou j'ai envie de dire, il y a une dichotomie entre le soufisme et la poésie et la littérature. Donc on ne peut pas parler de poésie sans parler du soufisme, ou on ne peut pas parler de soufisme sans poésie. Ça va ensemble, hein? Ça va de pair, hein? Parfaitement. Une dichotomie, il faut l'appeler comme ça, qui a toujours existé. Et parlons de cette thématique. Il s'agit d'une essentialité très évidente entre l'un et l'autre. On ne connaît pas dans l'histoire de ce fait, de ce phénomène, si j'ose l'appeler ainsi, dans notre civilisation et dans celle des autres, je dirais. On ne peut pas parler de ce phénomène sans un arrêt profond, horizontal et vertical sur le verbe qui véhicule ce phénomène. Parce que ces modes de fonctionnement d'abord, et ensuite ces modes d'expression sont évidents, ils sont là. C'est un phénomène qui doit être, qui existe d'abord, et qui doit être connu, qui doit être étalé dans le sens large du terme. Et pour cela, je dirais, il n'y aurait peut-être rien de mieux qu'un verbe bien établi, bien dit et bien exprimé, ce que fait le verbe poétique. Oui. Et concernant votre ouvrage, ou alors votre thèse, le soufisme poète, donc à quel moment, je veux dire, est-ce que quand on parle du soufisme, à un moment donné, on décide d'écrire de manière poétique, ou ça va spontanément, je veux dire, la poésie s'impose d'elle-même? Dans le Ou débat alors, moderne, il y a tout un travail de réflexion, de recherche pour mettre de la poésie dans l'écriture du soufisme. le phénomène étant un peu complexe, Oui, je souhaite avoir la manière et le verbe qu'il faut pour simplifier les choses. oui, Pas dans le sens simpliste de l'expression, mais dans le sens explicite des choses. Le phénomène verbeux, ce que Eva de Vitrimerovic appelait le soufisme verbeux, c'est-à-dire le soufisme qui choisit ses moyens d'expression, par définition la poésie. Elle l'appelle comme ça. C'est vrai qu'il y a un travail de réflexion. Et c'est vrai qu'il s'agit d'un énorme potentiel de moyens et de formes d'expression vraiment adéquats pour être à la mesure de s'exprimer en poète, soit en poète soufi, soit en intermédiaire entre le phénomène et ses récepteurs, ce qui n'est pas du tout facile. Il faut être né pour ça, je crois. Il faut être créé pour cette vocation. Sinon, au-delà, je ne pense pas qu'on puisse être à la mesure d'étaler cette forme d'existence dans la forme la plus simple pour ceux qui ne la connaissent pas et qui y regardent à partir de l'extérieur.
La strate de l'expression, c'est quoi le phénomène soufi? Pour certains mystiques, l'expression n'est pas vraiment exacte, en ce sens que la mystique est un phénomène qui n'est pas musulman. Quand on parle du soufisme, c'est le soufisme, pas la mystique, pas la kabbale juive, c'est le soufisme. Oui, c'est le soufisme, c'est le phénomène spirituel musulman, essentiellement musulman, profondément musulman, musulman dans tous les sens, et c'est de ça qu'il faut parler avec une littérature à la mesure de cette appartenance, de cette obédience. On ne parle pas d'un fait musulman avec des moyens qui ne le sont pas. L'erreur que fait beaucoup des chercheurs même, et qui doivent être, je ne sais pas si je dois m'excuser du terme, qui doivent être rappelés à l'ordre. Je parle dans le sens critique et scientifique du terme, en ceci que, étant un peu éparpillé entre l'un et l'autre des deux mondes assez différents, on risque de faire dans le mélange des genres. Ce qu'il ne faut pas, en scientifique, il faut éviter cela. Donc je parle d'un fait musulman, d'un fait islamique qui a ses appartenances, qui a ses tenants, qui a ses moyens, qui a sa philosophie et qui a aussi, surtout son mode d'expression et la manière avec laquelle il faut l'étaler. D'abord, c'est un fait existentiel, hala wujudiyya. C'est ça le soufisme. C'est quelque chose qu'on vit. Et pour vivre ce quelque chose, il faut être né pour ça. Il faut avoir dans son inné ces facultés, ces potentialités. Même si on n'a pas les modes d'expression adéquats, quand on est soufi par essence, par définition, par vocation, on l'est. Qu'on en parle ou non, on l'est. Donc la critique est un peu excessivement, je dirais, subjective quand elle mélange entre le fait en soi et les modes d'expression qui ne sont pas les siens. On risque de faire dans l'amalgame et on va dans un sens de... Donc il faut rester objectif. Oui, il faut rester objectif. J'ai envie de dire que beaucoup de critiques qui s'érigent en chercheurs en la matière, sans en avoir pour autant les potentialités critiques et tout, n'aident pas vraiment à aller vers le fond des choses et n'aident pas le récepteur à avoir une idée claire sur le phénomène. Je ne sais pas si j'ai répondu même partiellement à la question, mais c'est à partir de là qu'on doit aller vers le verbe soufi. L'adab soufi, vers le verbe soufi. Ceux qui ont pu s'étaler correctement, je dirais, sur le phénomène, ce sont ceux qui d'abord sont venus de l'expérience en soi. Ils ont vécu cette expérience, ils l'ont connue de son intérieur. Et ensuite, bien formés, ayant les moyens linguistiques et culturels qu'il faut, sont à peu près arrivés à tisser une image, je dirais, conséquente, passible d'être clairement étalée devant la réception. Et là, je me souviens de ce titre, Tubello. Donc, c'est un poème que vous avez traduit du français. Hein, c'est ça, du français. De l'arabe et le français. Vers le français. Oui. Alors, c'est un poème. Hein, c'est un poème, un fleuve, et qui n'a rien à voir avec le soufisme. Qui n'a rien à voir avec le soufisme, mais... en tout cas, même s'il n'y a pas de rapport, mais en tout cas, c'est un ouvrage c'est un poème que vous avez traduit. Oui. J'ai envie de mettre l'accent sur la traduction de la poésie. Oui. Parce que quand on établit, quand on prend un texte poétique et on le traduit, parce que la poésie, c'est complexe. Il faut traduire l'émotion, il faut traduire le contexte. Texte et contexte, comme vous le dites. Oui. Et il faut vraiment aller dans les profondeurs de cette émotion, de ces sensations pour avoir l'équivalent dans l'autre langue. C'est ça n'y a-t-il pas de perte dans cette traduction? Ah ben si,
C'est traduttori, traori, auraient dit les Italiens. Traduire, c'est trahir. Oui. C'est très complexe, bien sûr, parce que de toute évidence, il y a des choses en termes de traduction, il y a des choses qui passent dans une langue et pas dans une autre. Et donc, il y a toujours une carence intellectuelle d'abord, ensuite linguistique dans le fait de traduction. Ce n'est pas possible qu'un seul fait soit dit doublement dans une langue et dans une autre. Donc, on devrait ce que font les traducteurs et ce que les traductologues connaissent, et connaissent très bien. Quelle est la différence? C'est Traductologue et traducteur. Le traductologue, c'est traductologie, donc ça vient de traductologie. Oui. La traduction, c'est le fait de s'adonner à la traduction, c'est-à-dire de transposer une idée faite essentiellement dans une langue, dans une deuxième langue. Cible. Voilà, la langue cible, voilà. Et la traductologie, c'est le contexte scientifique du fait de traduction. Les techniques, la théorie. Oui. Voilà. Quand on verse dans la théorie, c'est la traductologie. Quand on verse dans le fait de traduire, c'est la traduction. Et donc, pour votre traduction de ce poème-là, donc la perte, elle se situe où, la perte? La complexité, elle est à quel niveau? La complexité, c'est techniquement, c'est dans le fait de dire les choses doublement. C'est-à-dire d'essayer de dire la chose la première fois avec l'auteur, la deuxième fois à sa place. Et ce n'est pas évident qu'on ait les mêmes stratèges, les mêmes techniques, les mêmes émotions, les mêmes visées, la même culture, je dirais, pour se mettre à la place de quelqu'un et parler en son nom. Mais bon, il y a toujours des points de jonction entre les choses. Misons sur cela, on pourrait s'approcher de l'univers de l'auteur principal, pas pour parler à sa place, mais pour essayer de le véhiculer dans le contexte. Oui, même pas ça. L'esprit. D'essayer d'être un intermédiaire entre lui et ceux qui le reçoivent. Tubelo, ça veut dire quoi, Tubelo? Tubelo, c'est la ville de naissance d'Elvis Presley. Oui, et c'est une ville en Amérique, l'Amérique du Nord, qu'a connu l'auteur, c'est un ami, l'un des grands derniers poètes palestiniens encore en vie. C'est un ami de longue date et c'est quelqu'un qui aime beaucoup l'Algérie, qui a beaucoup de respect pour ce qu'est l'Algérie, son histoire, sa géographie, ses appartenances, tout ce qui a trait à l'Algérie, il le porte dans son cœur vraiment. Et j'ai eu l'occasion de le connaître au Liban lors d'un festival, un grand festival arabe de la poésie chez Al-Muqawama, de résistance. Je ne sais pas si je peux vous mettre en confidence. Il avait déjà édité son poème. C'est un poème fleuve fait en petits fascicules comme ça. Et il n'avait pas assez comment dire, d'exemplaires. Oui. Et il était vraiment gêné de ne pas pouvoir m'en donner un, alors qu'il ne pouvait pas en donner aux autres. Oui. Donc il m'a pris en aparté, il me l'a remis presque discrètement, me disant que tu m'excuseras, je n'ai pas assez, mais c'est un honneur. Oui, c'est un honneur. Ça m'a interpellé. Je connaissais ses sentiments, son attachement pour notre pays, notre culture, notre pays engagé dans la voie de la... D'où la traduction. Avant la traduction. D'où la traduction. Donc, d'où votre intérêt à faire une traduction. Oui, je voulais dresser le parcours de cette traduction, mais je ne dois pas prendre assez de temps. Non, mais en tout cas, on connaît un peu le contexte. Oui. Voilà, c'est vrai qu'on mais ça reste un grand poème que le lecteur doit connaître. Aussi bien le lecteur francophone, c'est Salah Aboulaoui. Pour qui la traduction a été faite, du moins essayée, et pour le lecteur arabe, un grand poète. En tout cas,
العصافير في طبل لا تنام. C'est bien dit. Ah oui, C'est bien de ah nous oui. citer quelques oui. verbes, un verbe ou deux pour finir. Enfin, l'entame, c'est ça, je ne l'ai pas en tête. Un verbe. العصافير في طبل لا تنام. Le fait qui interpelle dans ce texte, Oui, c'est le fait qu'un poète Oui. venu du pays de la résistance et dans le pays où il était au moment d'écrire ce poème est à l'origine des malheurs de tout l'Orient, en l'occurrence les États-Unis d'Amérique, et surtout le fait palestinien. Ils en sont victimes, nous en sommes avec, mais avec ça, il a poussé loin, vraiment loin. La barque est allée vraiment, vraiment loin, où il voit le monde dans lequel nous vivons, un monde fait de malheur, comme je viens de le citer, mais aussi fait d'autres choses, de la chose la plus positive, que l'humain puisse être le dépositaire, c'est la paix. oui. Parce qu'il a eu... Monsieur Benhabid, est-ce que vous savez que ça m'a fait plaisir de vous rencontrer aujourd'hui? Pareillement, madame. Pareillement. Et on arrive à la fin. Toute belle chose a une fin. Monsieur Benhabid, Yassine, vous êtes le directeur général du Centre culturel de Jamal Jazair et docteur en littérature et critique moderne. Merci de votre présence et de répondre à nos questions. C'est moi qui vous remercie, madame. Saïdek. Tout aussi comblé. Merci, madame. Merci, merci pour À tout. bientôt, j'espère. Je l'espère aussi.